Pour introduire mon propos, il me semble intéressant de vous faire part d'une anecdote personnelle. Je suis père de famille depuis peu de temps et j'ai souvent peur que mes propres difficultés ou celles de ma compagne puissent faire du tort à notre enfant. Alors qu'il n'avait que quelques semaines, la nounou me fit remarquer que mon fils était en train de râler. Accusant réception de son interprétation, je me suis vite rendu sur le divan de mon psychanalyste pour conclure cette sentence qui résonnait dans mes pensées. Il était en train de râler comme ses parents. Je commençais alors à prendre la mesure de ma nouvelle responsabilité et réalisais ce que la clinique infantile nous apprend au quotidien. Les symptômes des enfants reflètent le conflit intrapsychique méconnu des parents. Après avoir pris la mesure du poids de mon propre symptôme sur l'attitude de mon fils, et après quelques séances de psychanalyse, j'ai heureusement pu constater que sa mauvaise humeur symptomatique ne s'est pas enquistée. Il s'est remis à gazouiller joyeusement. Autrement dit, son symptôme était bel et bien l'expression d'un dysfonctionnement familial. Il ne s'est pas résorbé par un traitement médicamenteux ou psychothérapeutique. Il s'est résolu logiquement grâce à la psychanalyse de ses parents. En tant que psychanalysant donc, et en tant que clinicien, il est donc possible de confirmer cette thèse que nous retrouvons en filigrane dans l'œuvre de Freud, selon laquelle le symptôme de l'enfant vient représenter ce qu'il y a de symptomatique dans l'organisation familiale. Je recevais il y a quelques années un jeune garçon accompagné par son père, car il s'était mis subitement à souffrir d'encopresie. L'apparition de ce symptôme était directement corrélée avec la récente inactivité professionnelle du père. Après quelques séances, l'expression symptomatique du fils a disparu et c'est à ce moment précis que le père a souhaité commencer sa psychothérapie. En d'autres termes, c'est au moment où le symptôme du fils s'est fait entendre que le père a commencé à reconnaître sa propre souffrance. Cette illustration clinique met en évidence que le symptôme de l'enfant permet aux adultes de s'aliéner à leur propre conflit intrapsychique, et nous comprenons alors pourquoi les parents peuvent mettre un terme au traitement dès lors que l'enfant commence à aller mieux. L'œuvre de Maud Manoni illustre très bien l'articulation de cette thèse que nous retrouvons exposée dans une note remise par Jacques Lacan à Madame Génie Aubry en 1969. Je cite la note. Dans la conception qu'en élabore Jacques Lacan, le symptôme de l'enfant se trouve en place de répondre à ce qu'il y a de symptomatique dans la structure familiale. Le symptôme, c'est là le fait fondamental de l'expérience analytique, se définit dans ce contexte comme représentant de la vérité. Si cette articulation logique se confirme depuis des décennies, nous en aurons sûrement de multiples illustrations tout au long de la journée, nous pouvons aujourd'hui nous demander ce qui empêche de la prendre en considération. Autrement dit, et c'est la question qui sous-tend mon intervention d'aujourd'hui, quel symptôme social empêche les avancées scientifiques que permet la psychanalyse, notamment celles concernant la souffrance des enfants? Sciences de l'éducation, sciences politiques, psychologie ou encore médecine, force est de constater que cette vérité que porte la souffrance infantile continue d'être étouffée dans des institutions qui perpétuent à leur insu une certaine forme de maltraitance. Dans le champ médico-social notamment, il est difficile de ne pas considérer comme un mauvais traitement cette tendance qui consiste à faire taire les symptômes des enfants par des traitements chimiques ou par des techniques de dressage, de conditionnement. Mais plutôt que de considérer ces traitements pathologiques comme une fatalité, comme si l'institution était obligatoirement malade, nous pouvons nous demander si la fonction du symptôme institutionnel n'est pas similaire à celle du symptôme de l'enfant dans l'économie de la famille. De la même manière que la psychopathologie méconnue des parents forme un symptôme familial qui se représente dans l'expression pathologique de l'enfant, l'aliénation des adultes à l'égard de leur propre symptomatologie engendrerait des symptômes sociaux, soit des fonctionnements pathologiques au sein de la société. La thèse lacanienne semble alors pouvoir s'élargir sous cette forme. En ne considérant pas sa fonction de vérité,
le symptôme individuel tend à se représenter en symptôme familial et social. Ainsi, nous pouvons entendre comme un symptôme social cette tendance institutionnelle qui annule les résultats de la clinique psychanalytique, et nous pouvons même dégager sa structure. En effet, le symptôme étant structuré comme un langage, l'étude de l'organisation signifiante qui soutient ces discours institutionnels nous permet de repérer l'annulation rétroactive et l'isolation psychique qui les conditionnent, soit leur structure obsessionnelle. Pour illustrer les effets de l'annulation rétroactive, prenons pour exemple l'argumentaire présent sur la plaquette de ce colloque. Vous pouvez y lire que cette thèse majeure de Jacques Lacan, celle que nous avons lue précédemment, est présentée comme une hypothèse. Autrement dit, cet apport théorique capital que les cliniciens vérifient dans leur expérience quotidienne, parfois depuis des décennies, se voit littéralement annulé rétroactivement, mise au rang d'hypothèse, soit remise en doute malgré sa validité scientifique. Manifestement représentée au sein des institutions psychanalytiques, cette tendance à rendre non advenus les résultats de l'expérience éclaire le dysfonctionnement symptomatique des institutions médico-sociales. C'est là le plus important. En se confondant avec le doute du sujet, soit avec le doute qui fait avancer la science, l'annulation rétroactive produit une remise en doute compulsive qui, au contraire, empêche le mouvement dialectique de la science. En passant inaperçu, donc en confondant le doute et le symptôme obsessionnel, ce dernier s'institue dans les milieux scientifiques et produit une impasse épistémologique. À l'image du névrosé qui paralyse son existence en ressassant des idées contradictoires, la névrose du doute condamne le mouvement scientifique à revenir sans cesse en arrière, à osciller entre la thèse et l'hypothèse, entre la thèse et l'antithèse. Elle institue une fallacieuse méthodologie de recherche qui cache le but par lequel le névrosé obsessionnel maintient son désir impossible, chercher, 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 mais surtout ne jamais trouver. Rien d'étonnant que celui qui ose affirmer et soutenir une thèse se voit considéré comme un profanateur, un hérétique, un gourou. Comme Jacques Lacan, il prend le risque de se voir excommunié d'une religion privée qui s'est institutionnalisée. Ainsi, la forme pseudo-scientifique que prend la religion du doute annule les avancées théoriques. Elle produit un agnosticisme doctrinaire et des recueils bibliques qui rejettent officiellement toute théorie, soit qui se veulent athéoriques. Et au-delà du DSM, dont la constitution éclaire remarquablement comment se structure le symptôme obsessionnel, nous pouvons repérer dans l'obsession de cette médecine basée sur les preuves l'illustration sociale d'un symptôme de vérification. Inutile de préciser que cette tyrannie de la preuve et de la méthodologie ne peut contrebalancer le doute névrotique qui empêche les avancées théoriques. Elle forme un symptôme secondaire dont les effets de désorientation ne s'avèrent pas moins délétères. Ainsi, en annulant rétroactivement un savoir accumulé depuis plus de 100 ans sur la clinique psychanalytique de l'enfant et de l'adulte, c'est la fonction de la parole elle-même qui se voit réduite à néant. Nous ne serons pas étonnés que cette régression laisse place à ces mauvais traitements qui annulent le désir et la subjectivité des êtres par des conditionnements ou des médicaments. Car quand l'annulation rétroactive empêche les avancées théoriques, le scepticisme systématique qu'elle engendre empêche en même temps de rejeter les thèses erronées. Autrement dit, si le doute obsessionnel empêche d'affirmer qu'une thèse fonctionne, il empêche également d'affirmer qu'une thèse est fausse. À travers cette tendance à ne renoncer à rien, par laquelle le névrosé obsessionnel tente d'accorder du crédit à tout,
Nous pouvons reconnaître cette deuxième modalité de l'annulation rétroactive qui annule la valeur d'une thèse en donnant de la valeur à toute. Cette forme de neutralité complaisante produit un obscurantisme scientifique. Elle transforme les lieux de savoir en lieux de culte où chacun est libre de choisir et d'avoir sa croyance, chacun est libre de choisir son obédience. Et en mettant au même niveau des théories et des systèmes erronés, c'est la fonction même du soin qui se voit annulée par cette idéologie du tout est possible qui rend impossible ce qui fonctionne vraiment. Inutile de préciser au regard de la thématique de cette journée que ce sont surtout les enfants qui payent le prix de cette symptomatologie institutionnelle. Récemment, j'invitais un médecin généraliste à venir à ce colloque et j'en profitais pour lui demander de m'adresser des patients qui souffrent de névrose obsessionnelle. Il me répondit « Il y en a beaucoup dans le 9e, c'est même la majorité. Ils veulent maîtriser, tout contrôler, mais ce sont les enfants qui souffrent. » Effectivement, la clinique de la névrose obsessionnelle nous invite vivement à nous intéresser aux symptômes familial et social. Pas tant, comme le dit ce médecin, parce que c'est la structure majoritaire, et sûrement pas seulement dans le 9e arrondissement de Paris, mais en raison de la spécificité de l'organisation défensive et de sa tendance à créer des systèmes rigides et bornés. En effet, nous allons le voir à travers un exemple clinique, l'usage combiné de l'isolation psychique et de l'annulation rétroactive mène à soutenir des fausses théories, soit des systèmes erronés qui semblent justes en étant considérés à travers une perspective spatio-temporelle bornée, soit à travers un rapport à l'espace et au temps isolé. Inaccessibles à toute remise en question, ces ensembles de principes rigides et ritualisés forment des créations symptomatiques secondaires qui ne sont pas sans conséquences familiales et sociales. En effet, l'illusion spatio-temporelle que produit l'isolation se retrouve dans des systèmes d'éducation, des systèmes familiaux, mais aussi des idéologies religieuses, politiques, économiques, et même, nous l'avons vu, pseudo-scientifiques. Pour donner un exemple de symptômes sociaux qui se structurent sur une illusion spatio-temporelle obsessionnelle, nous pouvons nous intéresser à cette obsession qui affecte directement le traitement des enfants, le diagnostic du TDAH, trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Madame O vient nous rendre visite avec sa fille de 9 ans, car elle est convaincue que cette dernière souffre d'un TDAH. Mettant en avant sa croyance en une cause génétique du symptôme de sa fille, Madame O dit maîtriser le sujet. Malgré la dimension obsessionnelle de sa préoccupation, elle pense que le soin de sa fille est prioritaire et refuse catégoriquement notre invitation à entreprendre sa propre psychothérapie. Nous recevons alors sa fille, et après quelques séances, cette dernière découvre que son symptôme attentionnel vise à masquer des pensées à contenu agressif et sexuel. Insultes, fantasmes sexuels, ces libres associations la conduisent à des pensées insupportables qu'elle a le courage d'exprimer à haute voix. Elle a 11 ans. Mais cette tempête que la fille affronte vient renforcer le scepticisme de la mère qui n'arrive pas à concevoir qu'il puisse y avoir des moments difficiles dans une cure. Madame O décide, malgré notre désaccord, de mettre un terme au traitement de sa fille et nous demande de ne pas insister car elle se connaît, dit-elle, elle peut s'avérer particulièrement têtue et bornée. Cette situation clinique est d'une grande richesse pour nous aider à cerner la structure de ces systèmes erronés qui désorientent la fonction des institutions, notamment dans le champ médico-social. Du dévoiement de la psychanalyse en système isolé à la diffusion de fausses théories et de faux diagnostics, de la tendance vétérinaire de la médecine à la démultiplication des thérapies brèves. L'étude de la structure signifiante de ces phénomènes symptomatiques met en lumière le fonctionnement obsessionnel qui les sous-tend, soit l'illusion spatio-temporelle qui soutient ces fonctionnements. En d'autres termes, ces systèmes peuvent être considérés comme des symptômes sociaux dont le nouage signifiant révèle l'efficacité de l'isolation psychique, soit
Je lis la définition dans le vocabulaire de la psychanalyse. Donc l'isolation psychique, ce mécanisme de défense, surtout typique de la névrose obsessionnelle, et qui consiste à isoler une pensée ou un comportement de telle sorte que leur connexion avec d'autres pensées ou avec le reste de l'existence du sujet se trouve rompue. Le TDAH est un exemple typique de ce genre de faux diagnostic que permet l'isolation. Quelques symptômes ont été isolés de telle sorte que le rapport de causalité qui les lie aux autres symptômes et à ce qui les engendre a été rompu. Par ce procédé qui rompt les liens logiques et qui se confond avec la précision et avec la concentration du scientifique, les structures psychiques se voient littéralement abolies dans une démultiplication de fausses pathologies. En rompant les connexions entre des éléments liés et en focalisant l'attention sur des détails aux dépens de ce qui est important, l'isolation psychique engendre ainsi des faux symptômes, des fausses théories et, ce faisant, des mauvais traitements. Revenons à la difficulté clinique rencontrée avec Madame O pour illustrer le biais logique de ces systèmes bornés. L'isolation se représente dans le discours par cette séparation radicale que Madame O entretient entre son fonctionnement symptomatique et celui de sa fille. De cette coupure du lien logique, par laquelle elle annule sa propre responsabilité dans la souffrance de sa fille, découle un faux raisonnement. Donc, par l'isolation, s'ensuit un faux raisonnement. Le traitement de la fille serait isolé, indépendant du traitement de la mère. De même, l'isolation psychique se représente quand la mère interrompt la cure de sa fille au moment même où celle-ci commence à porter ses fruits, soit au moment où elle commence à dévoiler les pensées insupportables qui la font souffrir. Dans la perspective de la cure, cette tempête clinique, qui apparaît donc au début, est une évolution positive. Mais dans une temporalité brève et enclavée, soit dans une perspective obsessionnelle, ce même phénomène peut être considéré, à tort, comme un échec du traitement. Ainsi, l'isolation psychique engendre des lectures trop circonscrites qui mènent à focaliser l'attention sur des détails spatio-temporels et, ce faisant, à soutenir des faux raisonnements. Tels des œillères, ces systèmes isolés peuvent amener le névrosé à prendre régulièrement des mauvaises décisions. C'est ce qu'on voit dans la clinique. Mais en devenant des symptômes familiaux et sociaux, ils institutionnalisent des fausses solutions et des mauvais traitements. Par exemple, c'est cette même isolation spatio-temporelle qui permet aux thérapies brèves de donner l'illusion de soigner. Au niveau de l'espace, l'attention est focalisée sur la levée d'un symptôme sans prendre en compte le déplacement de l'expression symptomatique, donc la possibilité que le symptôme se déplace. Au niveau du temps, l'attention est focalisée sur la disparition momentanée du symptôme sans prendre en compte donc son retour dans le temps. En focalisant la perspective sur le court terme et dans un espace restreint, l'organisation défensive obsessionnelle engendre des fausses théories dans lesquelles les liens de corrélation peuvent se confondre avec des liens de causalité. Ces lectures étroites produisent des fausses solutions sur le court terme et entretiennent des fonctionnements aberrants, en empêchant notamment de traiter ce qui les cause vraiment. Et au-delà du champ médico-social dans lequel les conséquences de ces symptômes sociaux se révèlent particulièrement délétères, nous pouvons repérer la structure de ces systèmes erronés dans ces idéologies politiques et économiques bornées dont les conséquences désastreuses ne sont plus approuvées. Bien sûr, on peut aussi rendre non advenus ces phénomènes et pourquoi pas continuer de les étudier de manière isolée.